Voilà, on y est, janvier 2026. Et tout ce qu'on pensait savoir, eh bien, ça s'écroule. Ce fameux consensus sur le climat, celui qui a dicté la marche du monde pendant 30 ans, il est en train de voler en éclats sous nos yeux. La question, c'est comment est-ce que ça a pu arriver? En fait, tout s'est accéléré il y a quelques mois à peine. L'été dernier, d'abord, un rapport du département américain de l'énergie qui a fait l'effet d'une véritable bombe. Et puis là, coup sur coup, les États-Unis qui claquent la porte de la Convention de l'ONU sur le climat, et même Bill Gates, oui, Bill Gates lui-même, qui prend publiquement ses distances, qui admet qu'on a peut-être un peu exagéré. L'édifice se fissure de partout. Alors, face à cet effondrement si rapide, on est bien obligé de se poser une question qui dérange. Si le but n'était pas seulement le climat, alors à quoi servait vraiment toute cette immense machine? Quel était son véritable moteur? Pour le comprendre, il faut oser changer complètement de perspective. C'est là qu'intervient l'analyse du chercheur Denis Rancourt, qui propose une grille de lecture radicalement différente. L'idée est la suivante. La politique climatique n'a jamais été conçue pour résoudre un problème. Non, elle a été conçue pour fonctionner comme un racket de protection. Un racket de protection, c'est un mécanisme vieux comme le monde et d'une simplicité redoutable. Étape 1, on définit une menace, on l'exagère, on s'assure qu'elle fasse peur. Étape 2, on se présente comme le seul capable d'offrir une protection contre cette menace. Et l'étape 3, la plus importante, on fait en sorte que la menace ne disparaisse jamais vraiment. Comme ça, le flux d'argent pour la protection ne s'arrête jamais. Ça ne rappelle rien, c'est pourtant la copie conforme de la mécanique climatique mondiale. Et attention, ici on ne parle pas d'une obscure théorie. Non, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de lire le rapport de 1991 du Club de Rome, la première révolution globale. C'est limpide. Ils cherchaient un ennemi commun, un nouvel épouvantail, et ils ont estimé que le réchauffement climatique ferait parfaitement l'affaire. La menace n'a pas été choisie pour sa gravité, mais bien pour son utilité politique. D'accord, mais la question c'est pourquoi à ce moment-là? Pourquoi précisément au tout début des années 90? Eh bien, le calendrier parle de lui-même. Regardez bien. Décembre 1991, l'URSS s'effondre. Fin de la guerre froide. Le grand ennemi n'est plus. Et à peine 6 mois plus tard, juin 1992, le sommet de la Terre à Rio, qui met sur les rails toute la machine climatique de l'ONU. Une simple coïncidence? Ou est-ce qu'un ennemi en a tout simplement remplacé un autre pour justifier le maintien d'un système de gouvernance mondiale? Parce que, évidemment, rien de tout ça n'est arrivé par hasard. Il y a des architectes derrière ce projet. Et pour les trouver, il faut faire le travail qu'ont fait des chercheurs comme Jacob Nordengard. Suivre l'argent, fouiller les archives et remonter à la source. Et quand on fouille, on trouve. Les documents internes du Rockefeller Brothers Fund, par exemple, sont stupéfiants. Leur stratégie est là, noir sur blanc. Primo, créer les mécanismes pour forger ce qu'ils appellent un consensus scientifique. Secondo, sortir le débat du monde de la science pour le mettre sur la scène politique. Et tertio, financer un large réseau d'ONG et d'alliés pour donner l'illusion d'une demande citoyenne. Le sommet de Rio n'était que l'aboutissement de ce plan. Mais pour saisir la véritable finalité de tout ça, il faut aller encore plus en profondeur. Il faut regarder la mécanique de notre système financier. Prenez ce chiffre. Depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, le dollar a perdu environ 97% de son pouvoir d'achat. Ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique fondamentale du système. Le cœur du réacteur, le voici. Notre monnaie est créée à partir de la dette, une dette qui porte intérêt. Sauf que l'argent nécessaire pour rembourser ces intérêts, lui, n'est jamais créé. Pour que le système ne s'effondre pas, il faut donc constamment créer plus de dettes pour rembourser l'ancienne. Il a un besoin vital, structurel, de s'étendre, de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux grands projets à financer. Et c'est précisément là que le puzzle s'assemble. Le climat offre la solution parfaite à ce problème systémique. C'est la naissance du concept de dollar carbone, une nouvelle fondation pour l'hégémonie financière conçue pour prendre le relais et assurer la survie du système pour les décennies à venir. On a tous connu le système du pétrodollar. Pour acheter du pétrole, il fallait des dollars. Ça a assuré la demande mondiale pour le dollar pendant 50 ans. Eh bien, le dollar carbone, c'est la mise à jour, la version 2.0. La fondation n'est plus une ressource physique, mais un concept réglementé, les émissions de carbone. La demande n'est plus seulement liée à l'énergie, mais à toute activité économique. Et le moyen de pression n'est plus tant la puissance militaire que la conformité réglementaire et financière. Mais un système de contrôle aussi total a besoin d'une infrastructure de contrôle. Et cette infrastructure, elle n'est pas un projet futuriste. Elle est en train d'être bâtie, pièce par pièce, en ce moment même. Et voilà comment elle fonctionne, d'après l'analyse des projets de la Banque des règlements internationaux.
C'est un verrou en 3 temps. Premier temps, l'identité numérique pour savoir exactement qui effectue la transaction. Deuxième temps, le passeport numérique de produit pour savoir précisément ce qui est acheté. Et le troisième temps, la clé de voûte, le paiement programmable. C'est le système lui-même qui décide si oui ou non la transaction est autorisée. Et il faut bien comprendre une chose absolument cruciale. Cette architecture technique est, par nature, complètement agnostique. Les rails ne se soucient pas du train qui passe dessus. Aujourd'hui, le prétexte, c'est le carbone. Demain, ça pourrait être un critère sanitaire. Et après-demain, un critère de conformité idéologique. Une fois que l'outil est là, il peut servir à tout. Au final, on se rend compte que la question la plus importante n'est pas de savoir si une menace est réelle ou non. Les vraies questions, les seules qui comptent vraiment, sont celles-ci. Qui a le pouvoir de définir la menace? Qui profite des solutions qui sont mises en place? Et surtout, quelle infrastructure de contrôle reste-t-il bien longtemps après que l'urgence déclarée soit terminée?